La Fondation Tara Oceans a débuté la construction d'une étonnante station scientifique polaire. Il s'agit de la Tara Polar Station. L'inauguration est prévue pour septembre prochain pour une mission qui va durer 20 ans. Un navire aux allures de station spatiale qui va servir de laboratoire à de nombreux scientifiques pour étudier la vie marine dans l'Arctique. Pour en parler, merci d'accueillir le directeur général de la Fondation Tara Oceans, Romain Troublé. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient de voir, on va voir hein, dans un instant peut-être, je vous propose peut-être dans un premier temps de revenir sur les expéditions de Tara Oceans. On regarde ça ensemble. Quand j'ai découvert le plancton, mais j'ai vu encore la beauté de la terre, la beauté de la création. On ne soupçonne pas la richesse qu'abrite l'océan. Son peuple invisible, si essentiel à la vie sur Terre. Nous sommes tous connectés. Terre, fleuve, océan. C'est une révolution, Tara. Cette aventure humaine et scientifique collective. On est plus fort en étant collectif. Tara, c'est un collectif où chacun contribue. C'est très beau, Tara. Ça fait comme terre quand on est naufragé. Depuis 20 ans, nous sommes engagés pour l'océan. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant pour l'avenir de la planète, de l'humanité. Il faut aller plus vite, continuer à explorer, à comprendre l'océan, à anticiper les grands bouleversements. Il faut continuer à partager et à changer le monde. Tout se joue entre maintenant et les 20 prochaines années. Plus que jamais, l'océan a besoin de nous. Comment ne pas être bouleversé par ces images, par le travail que vous faites, par cette attention que vous portez à notre planète, à la nature. Des images exceptionnelles, ça fait 20 ans que vous sillonnez les mers, que vous sillonnez le monde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots l'ambition de Tara Oceans ? Cette fondation, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir ce matin. Cette fondation, elle est née il y a 20 ans, au départ pas de scientifique, au départ d'idée d'une créatrice de mode qui est Agnès B, qui fait des fringues, rien à voir avec... mais qui est passionnée par l'océan et qui voulait raconter l'océan aux autres. Et ce projet, bon an, mal an, a grandi et c'est beaucoup... focaliser sur ce qui resterait de tout ça dans le futur. Et ce qui restera, c'est l'éducation des jeunes qu'on arrive à faire, sensibiliser sur ces enjeux de connexion avec la nature. Et puis la science, les données qui resteront. Vous avez vu les chiffres incroyables qu'une équipe comme Tara, bien sûr avec le CNRS, bien sûr avec bien le partenaires scientifiques internationaux, a réussi à dévoiler. De tous les environnements que tu aurais pu choisir à explorer, pourquoi avoir choisi les océans ?
Le thème de cette année, c'est l'eau, des Global Trends, et évidemment que cette planète, elle contient un peu d'eau, pas beaucoup d'eau. C'est l'eau qui fait la vie ici, sur cette planète. Mais 97% de cette eau, elle est dans l'océan. Elle est salée, en fait. 97%. Et donc, évidemment que c'est un écosystème dont la vie est sortie. C'est un écosystème qui maintient la planète vivable et habitable chaque jour, chaque année. S'il n'y a pas d'océan, cette planète serait déjà trop chaude pour être vivable par l'humanité. Donc on est vraiment dépendant de cet espace, de cet acteur-là. Et c'est pour ça qu'on y consacre, moi, en l'occurrence, ma vie. Et sur les 20 dernières années, donc Tara a parcouru, je crois que c'est 1,5 million un demi-million de kilomètres autour de la planète. Quel est le constat que tu as fait quand au travers de toutes ces expériences, de tout ce que tu as pu observer? C'est quoi le constat et peut-être quelles sont les solutions que tu commences à entrevoir? Le constat, c'est que la situation est quand même assez alarmante. Hein. L'océan se réchauffe beaucoup, 1 degré. Alors 1 degré, c'est peu pour nous tous, là, mais en fait, quand on réfléchit bien, dans l'océan, la majeure partie des organismes qu'on y trouve, qui font tout pour nous, l'oxygène qu'on respire, les protéines, le carbone qui est stocké, etc. Ils vivent à la température de l'eau dans laquelle ils sont. Quand vous montez la température de l'eau d'1 degré, évidemment qu'ils ont la fièvre. Vous avez 1 degré de plus, vous êtes dans votre lit. 2 degrés, vous êtes à l'hôpital. Eux, c'est pareil, sauf qu'à 1 degré, ça change tout l'écosystème, en fait. Et donc, on voit de plus en plus des espèces migrer vers les pôles, mais parfois de 5 à 10 km par an. Hein. Donc, on est quand même sur un trend assez rapide. Hein. Et on voit aussi beaucoup de pollution, évidemment, dès qu'on se rapproche des côtes, surtout. On voit de plus en plus d'impact de l'homme, en fait, sur cet écosystème. Et donc, il y a un côté alarmant, et puis il y a un côté aussi incroyable, où dès qu'on voit qu'on arrive à lâcher une pression sur l'océan, à agir pour protéger une zone, en l'espace de 2-3 ans, la vie, il repart comme si ça n'avait rien passé. Donc la résilience, ce mot de résilience, est très important pour l'océan, et c'est un des choses qui me fait tenir, moi, dans ma vie de tous les jours, pour toujours me battre, c'est que, en fait, finalement, quand on agit, on voit assez vite les résultats. Ça, c'est important. Et puis, un dernier constat qu'on a pu faire aussi, c'est qu'on va dans le monde entier. On a fait 250 escales dans 75 pays, un truc complètement dément, avec ce bateau et cet équipage incroyable. Et à chaque fois, on accueille des journalistes, du politique, et puis aussi des enfants de ces écoles françaises, mais aussi locales. Et les questions posées par ces enfants sont toujours les mêmes. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, la vision du monde, les questions qu'ils posent sont les mêmes. Et on voit bien qu'on a tous finalement au départ cette même curiosité pour l'océan, et ça c'est très encourageant, je trouve. Comme quoi, par exemple, dans le monde. C'est qu'est-ce que vous voyez, c'est la question que tu m'as posée toi à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment vous vivez à bord du bateau, est-ce que c'est fou, comment vous arrivez à partir comme ça sans connexion internet pendant des semaines. Maintenant on a Starlink, merci Elon, on a partout, c'est une catastrophe d'ailleurs à bord du bateau. Plus personne ne se parle le soir, après le dîner. Tout le monde pianote. Tout le monde part dans sa cabine. Donc on a changé un peu les règles. Alors, peut-être plus particulièrement, parce que je voudrais revenir sur ce message de résilience et d'enthousiasme que tu as, mais plus particulièrement, qu'est-ce que tu as observé par rapport à la biodiversité? Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai commencé à m'intéresser à Tara. Moi, j'ai fait la biologie, je suis un biologiste moléculaire, donc j'ai fait la biologie moléculaire pendant 5 ans à la Sorbonne. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la science avec Tara et à développer ça depuis 20 ans, j'ai halluciné de cette biodiversité. J'ai halluciné de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que on parlait beaucoup d'aujourd'hui de champignons, on les voit très peu. Il y a des bactéries, il y a des virus, c'est incroyable. C'est incroyable de voir la vivacité, la dynamique de ces écosystèmes microscopiques incroyables. 80% de la biomasse des océans, tout ce qui vit dans l'océan, c'est microscopique, on ne les voit pas. Nous, on a passé 10 ans de notre vie à collecter des choses dans l'océan qu'on ne voyait pas. Toujours la même chose, toujours pareil, dans le monde entier, super chiant à faire. Mais tellement important, parce qu'en fait, on découvre que c'est ça la machinerie qui fait marcher cette planète, qui nous fait vivre cette planète, c'est cette machinerie microscopique du microcosmos, du microbiome, on appelle ça chez nous, qu'on a partout dans l'intestin, évidemment, et qu'on a aussi partout dans l'océan. Et la moitié de ceux qu'on a dans l'intestin, on les trouve dans l'océan. Donc en fait, connectés. Tout est un cycle.
Tu mets en garde, on l'a entendu, hein, sur les effets néfastes du réchauffement climatique. Tu appelles à une mobilisation, à un changement des modes de vie, clairement. Mais tu portes aussi un message d'espoir sur justement la résilience de la nature et le pouvoir régénérant des océans. Ah bien sûr, ce que je l'ai déjà dit, hein, vous avez parfois, en ce moment, il y a un phénomène de changement, de réchauffement très fort dans le Pacifique, qui s'appelle El Niño, qui est à l'action depuis 1 an. On observe des récifs qui sont en train de mourir, hein, et évidemment, si on arrive à contrôler ça, si on arrive à éviter d'avoir des El Niño chaque année, ben la vie reprend. Un récif, entre 5 et 6 ans, après un phénomène de mortalité, reprend le dessus, en fait. Ce pas les mêmes espèces, forcément, parce qu'en fait, d'autres espèces sont plus adaptées que d'autres, qui reviennent. Le récif ne ressemble pas à ce que vous aviez vu avant. N'empêche que la vie reprend et les poissons reviennent, etc. Donc, il y a cette résilience de l'océan qui est très encourageante et qu'on ne trouve pas forcément dans les forêts ou sur les écosystèmes terrestres qui sont beaucoup plus lents. Dans l'océan, tout est connecté tout le temps. C'est assez chaotique. Les courants, les organismes se rencontrent de façon assez stochastique. N'empêche que cette vitalité de mouvement de l'océan fait que la biodiversité se rénove très vite. Et il faut savoir que cette biomasse dont j'ai parlé, toutes les 3 semaines, 1 mois, elle se renouvelle. Et donc il y a une vitesse d'adaptation aussi très forte dans cet écosystème. Alors ça faisait 10 ans que tu rêvais de te relancer dans une autre expédition. C'est chose faite et pour les 20 prochaines années. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette expédition que j'évoquais tout à l'heure, donc dans l'Arctique? Pourquoi avoir choisi l'Arctique? Qu'est-ce que tu vas étudier? Et surtout, où est-ce que vous en êtes dans la construction, mais aussi dans le financement? Alors, il y a 15 ans, on a mis cette goélette Tara, qui est un bateau de 36 mètres, que vous avez vu dans le film, qui parcourt la planète. Il y a 15 ans, on l'a mis dans la glace au pôle Nord. Elle a dérivé pendant 500 jours, donc 2 hivers polaires, 2 nuits et 1 journée. 2 nuits, 1 journée. Et a dérivé comme ça avec à son bord 10 personnes, comme une station spatiale finalement, en autonomie, hein, quasiment. Et depuis ce jour-là, on s'est dit, mais il faut recommencer ça. À l'époque, on n'avait étudié que le climat, parce que sur Tara, on n'avait pas les moyens de faire de la biologie. Et depuis, on a beaucoup travaillé sur la biologie, comme vous avez vu, et donc on a envie de le refaire, ce truc-là. Et donc ça fait 10 ans qu'on travaille à un projet, une nouvelle station de recherche, qui est une nouvelle infrastructure, finalement, à disposition de la recherche internationale, française et internationale, pour accueillir cette base polaire scientifique qui dérive dans l'océan. Vous savez, quand je dis dérive, c'est que l'océan arctique, quand vous mettez quelque chose au nord de Tokyo, eh ben, il va faire 5 à 10 km par jour, il va dériver, poussé par les vents, dans la glace, jusqu'à le nord du Groenland. Très bizarre comme parcours, parce que c'est 0 carbone. Et vous pouvez comme ça pas, étudier. c'est ça. Du coup, on se laisse dériver. On ne se rend pas compte. Votre monde dérive de 10 km par jour. Et donc, faire un bateau, comme vous avez vu sur les images, peut-être qu'on va peut-être revoir, pour pouvoir accueillir à bord des 12 à 18 scientifiques, donc l'équivalent un peu des stations antarctiques, mais aussi de la station orbitale, de pouvoir les faire travailler dans la mer, dans l'océan, dans la glace et l'atmosphère, en toute sécurité, et à de faibles coûts et à faible impact carbone. C'était tout l'enjeu de ce projet qu'on est en train de développer, qu'on est en train de construire en ce moment à Cherbourg, en France. C'est un financement France 2030 qui a aidé à construire ce projet-là, accompagné par BNP Paribas et Capgemini, et le Prince de Monaco, bien entendu, qui nous suit depuis 20 ans, pour essayer de reparler de l'Arctique. Et pourquoi l'Arctique? Tu as posé la question. 87% de la population mondiale, 87% de l'humanité vit dans l'hémisphère nord. C'est énorme. 87% de l'humanité vit dans l'hémisphère nord. Et au pôle Nord, un petit océan, le seul océan polaire de la planète qu'on a, il prend tout l'impact des gaz à effet de serre, en fait. C'est vraiment concentré, la pollution, sur cet petit océan, qui est séparé de l'atmosphère par une fine couche de glace d'1 mètre d'épaisseur, qui faisait 2 mètres d'épaisseur, 3 mètres d'épaisseur même il y a 40 ans, qui fait plus qu'1 mètre d'épaisseur. Donc on a perdu 2 tiers de volume de glace, c'est énorme, et qui change. Et le changement est très très fort. On dit que l'Arctique, le pôle Nord, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite qu'ici, en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comprendre comment la vie s'adapte à un tel changement de dynamique. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment prédire, on en a parlé beaucoup juste avant avec Sylvain, comment mieux prédire ce qui va se passer au pôle Nord, comment mieux prédire l'impact des pollutions, comment trouver aussi des moyens, peut-être,
d'anticiper finalement nos cultures ici, notre agriculture, tout ce qui va changer, et tout, arriver à donner des chiffres plus précis. Aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, d'experts, il y a très peu de données qui viennent des pôles, très très peu. Et donc, c'est aussi de compléter ça et de préciser tous ces modèles importants. Justement, tu dis de la vie marine arctique qu'on navigue à vue, qu'on est complètement aveugle par rapport à ça. Pourquoi il y a si peu de données? L'Arctique, il s'accaille. Hein. Il fait combien? Il fait moins 40, moins 20 en moyenne. L'hiver, il fait nuit. Ça bouge, je vous ai dit, c'est pas un plancher des vaches. Hein. C'est pas une station antarctique où c'est solide. Là, ça bouge, un bateau. Donc, on a beaucoup de mal à l'étudier. On y va jusqu'à aujourd'hui que en juillet, août, septembre, avec des brise-glaces. Le résultat, on n'y est pas. Quand je dis on, l'humanité n'y est pas. Et pourtant, c'est un écosystème qui change très vite. Et donc, pour comprendre tous ces changements, tous ces global trends de l'Arctique, il faut y passer du temps, à travers les saisons. Et donc, il faut y habiter. Et donc, c'est ce qu'on va faire à partir de 2026. Première dérive va être mise dans la glace en 2026. Pour comprendre cette biodiversité, comment elle change, comment elle s'adapte, qu'est-ce qu'on peut... C'est un écosystème extrême. On va trouver des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs, évidemment, la quasi-totalité, qui font des choses qu'on n'a jamais vues encore. On a parlé beaucoup de bactéries qui stockent, qui réparent ou qui nettoient. Sans doute, il va y avoir aussi encore beaucoup de découvertes à faire là-haut. Eh bien, on vous souhaite une belle et fructueuse expédition. On va prendre plaisir à vous suivre. Appelez-moi, LinkedIn. Et là, donc, on a derrière nous donc ce qui est en construction actuellement. Ce qui est en construction, oui, qui est un bateau de 26 mètres de long, 16 mètres de large, 4 ponts, qui fait 4 fois la taille de Tara, finalement, en volume, et qui est un bateau moteur, hein, qui va pouvoir se véhiculer jusqu'à l'Arctique tout seul. Voilà, et ce projet cherche encore des partenaires, évidemment d'investisseurs sur le projet pour la construction, mais aussi pour le déploiement des 10-20 prochaines années. L'idée, c'est de faire 10 dérives. Pourquoi? Parce qu'en 2045, 2050, comme aujourd'hui, la glace de l'Arctique va fondre complètement en été, et puis regeler tous les hivers, puis refondre complètement. Donc on va changer de régime. Aujourd'hui, on a encore 5-6 millions de kilomètres carrés qui restent gelés. Complètement changer de régime là-haut, donc... comprendre tout ça, c'est aussi en être les témoins et de le partager, de le raconter le plus possible. Romain Troublé, merci beaucoup. Encore une fois, on vous souhaite une très belle et fructueuse expédition. On vous suivra tout au long de ces différentes étapes. Avant de partir, on voudrait également vous remettre ce livre Scale Up the Future. Avec, on essaie de proposer des solutions. Merci infiniment à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci.